Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour cette nouvelle édition de notre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient. Comment et par quels moyens lutter contre l'antisémitisme? C'est donc le thème de notre nouvelle édition hebdomadaire avec comme invité aujourd'hui Manfred Gerstenfeld. Manfred, vous êtes expert en stratégie, mais aussi l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'antisémitisme. Un titre qui vous a été décerné en décembre dernier lors d'une cérémonie toute spéciale à Montréal. Vous avez reçu le prix du Lion de Juda comme, d'après ce jury, le meilleur spécialiste mondial de l'antisémitisme, que vous connaissez sous toutes ses faces. Et vous êtes aussi l'auteur de nombreuses études sur l'image d'Israël et de plusieurs ouvrages sur, entre autres, le dernier s'intitule A War of a Million Cuts, une guerre d'un million d'entailles, qui est paru il y a 2 ans, et qui décrit les rouages, le système et les structures de l'Israël bashing, de la délégitimation et la délégalisation d'Israël, dans lequel vous expliquez dans cet ouvrage que chaque mensonge volontaire ou par omission, chaque fake news, chaque segment de la désinformation porte des coups et des entailles qui pourraient être mortels à Israël. Et donc, qui en condamne en fait l'existence. Vous venez aussi et vous faites, je crois, encore partie de ce qu'on appelle le GCPA, le Jerusalem Center of Public Affairs, dans lequel vous êtes un président honoraire. Et vous avez aussi publié il y a quelques semaines une étude très intéressante au Centre Begin Sadat d'études stratégiques, le BESA de l'Université de Bar-Ilan, une analyse dont on va reparler qui s'intitule « Les 3 priorités pour lutter efficacement contre l'antisémitisme ». Donc merci d'être venu au studio Kalita. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on a accroché sur les 2 écrans qui sont derrière nous, des photos sans doute connues, mais sur lesquelles j'aimerais revenir, faute d'avoir un extrait visuel. Les photos d'il y a à peu près 1 an au carnaval d'Aoste en Belgique, où on a vu véritablement une démonstration parmi tant d'autres, malheureusement, l'antisémitisme contemporain, avec des caricatures de juifs comme on en faisait dans l'histoire, surtout au 19e siècle, au début du 20e siècle, des juifs religieux qui sont assis sur des sacs d'or et qui donc véhiculent ces préjugés, j'allais dire, millénaires de l'Europe antisémite. Alors, ce carnaval, pour caricatural qu'il soit, n'exprime-t-il pas, selon vous, le vieil antisémitisme européen qui véhicule donc ces préjugés millénaires? Est-ce que ça vous surprend de voir que ça existe encore en tant que spécialiste mondial? Non, ça ne me surprend absolument pas, parce que je suis convaincu, j'ai aussi étudié ça, que l'antisémitisme fait partie intégrale de la culture européenne. La culture change. C'est structurel alors? C'est structurel. La culture change, l'antisémitisme change avec. Mais ça, l'Europe est la terre privilégiée depuis plus de 1000 ans de l'antisémitisme. Et de penser qu'on peut s'occuper de lutter contre l'antisémitisme comme l'Union européenne et les pays européens font ça, c'est illusoire. Alors, avant de rentrer justement dans les moyens que vous préconisez, qui sont très précis pour lutter efficacement, dites-vous, contre l'antisémitisme, à propos de ce carnaval, mais alors, ce n'est qu'une des facettes des 1001 manières d'être antisémite aujourd'hui, y compris dans les pays où il n'y a pas de juifs. Alors, en fait, il existe des millions de manières d'être antisémite aujourd'hui. Ça ne doit pas nous épouvanter tellement, parce que nous vivons dans une période qu'on appelle post-moderne. Et la postmodernité, qui est très difficile à définir, alors on l'appelle la période qui vient après la modernité. Dans la postmodernité, les thèmes se fragmentent. Aussi, l'antisémitisme, qui était beaucoup plus concentré et beaucoup plus clair avant, il se fragmente aujourd'hui. Je vais publier dans les jours qui viennent un article sur comment Jeremy Corbyn, le leader
du parti, Travailliste. de leader travailliste de l'Angleterre, comment il entre dans l'histoire de l'antisémitisme. Et il n'y a aucune définition de l'antisémitisme avec laquelle vous pouvez clairement voir comment Corbyn est un antisémite. Si je vous dis que cet homme appelle Hamas et Hezbollah des terroristes génocidaires, ses amis et ses frères, c'est évident qu'un homme qui appelle les gens qui veulent tuer tous les juifs ses frères, c'est un allié de ces gens-là, c'est un antisémite. Mais aucune définition n'a jamais pensé qu'il y aura un type à la tête d'une partie sérieuse en Angleterre qui dira quelque chose comme ça. Une des bonnes choses du Brexit pour l'Europe est que ces grands antisémites et le Parti travailliste quittent l'Europe. En quelque sorte. Alors justement, c'est intéressant que vous citiez l'exemple britannique avec Corbyn, parce que j'allais vous demander si les choses ne sont pas en train d'empirer à grande vitesse dans le monde anglo-saxon, qui depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale semblait un peu à l'abri par rapport à d'autres pays occidentaux de l'antisémitisme, puisque la situation effectivement empire. Vous citiez la Grande-Bretagne, mais aussi les actes répétitifs antisémites aux États-Unis. Est-ce qu'on n'assiste pas à une accélération aussi dans ces pays anglo-saxons ? Disons, il faut toujours regarder chaque pays séparément parce qu'ils sont quand même différents. Mais je dirais, les Juifs américains pensaient toujours que leur situation était exceptionnelle. Ça, c'était une erreur. Un acquis qu'ils pensaient avoir. OK. Et déjà, en 2005, un expert, disons, de politique, Daniel Pipes, me disait la période d'or du judaïsme américain est en train de finir. Il avait très bien vu. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. C'est dans une interview, dans un livre que j'ai écrit sur le judaïsme américain. Et il avait tout à fait raison. Il s'intitule comment d'ailleurs, puisque je ne l'ai pas cité? Comment s'appelle cet ouvrage en anglais? American Jewry et quelque chose d'autre, mais sur la communauté juive américaine. J'ai écrit tellement de livres que je suis âgé que je ne me souviens plus de tous les titres. Il y en a 27, donc alors c'est un petit peu difficile. J'ai écrit 2 livres sur le judaïsme américain, mais ça c'était le premier. Il n'y a pas de doute que le judaïsme américain est en train d'entrer dans une période beaucoup plus difficile. Ce n'est pas seulement pour l'antisémitisme, c'est aussi la manque de leaders. Il y avait autrefois des leaders nationaux. Juifs américains. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont de très bons leaders locaux. Mais pas des figures nationales. Pas de figures nationales, disons. Il en reste quelques-unes qui doivent avoir 60 ou 70 ans ou plus, comme Heinlein ou Harris. Mais ce sont des gens, Foxman est déjà en retraite, mais ce sont des gens qui n'ont pas de successeur valable. Et donc, on est avec. Vous parliez de la spécificité de chaque pays, les États-Unis, tout de même. Est-ce que c'est un effet médiatique de citer toutes ces agressions, que ce soit à Brooklyn, que ce soit dans différentes villes, comme on a vu ces derniers mois, ou est-ce que c'est quand même une réalité qui s'accélère aux États-Unis? C'est une réalité qui s'accélère. Il y a dans les États-Unis une chose qui est très fautive. C'est le premier amendement de la Constitution. Alors, expliquez-nous ça. Ça, il parle de la liberté de l'expression. La liberté de l'expression, c'était déjà une grande erreur en Europe parce que les nazis ont monté par l'intermédiaire de la liberté de l'expression. Aujourd'hui, où les médias sociaux sont tellement forts, et là, on voit qu'est-ce que ça veut dire liberté d'expression. On peut dire tout et n'importe quoi, c'est ça. Et il ne faut prouver rien. Et on peut insulter qui qu'on veut. Disons, le premier
l'antisémite des États-Unis, c'est un homme qui s'appelle Louis Farrakhan. Louis Farrakhan est le leader d'un petit mouvement qui s'appelle Nation de l'Islam. Cet homme a appelé les Juifs termites, comme les nazis. Cet homme devrait être en prison, mais aux États-Unis, tout est permis. Et c'est une très, très grave erreur. Tout est permis parce qu'il s'agit de déclarations seulement, c'est ça? C'est déclaratif et c'est free speech, la parole libre. La parole libre est une idiotie, elle est un danger pour la démocratie. Alors, dans cette étude que je citais tout à l'heure, qui vient de paraître en anglais à l'université de Bar-Ilan, à l'Institut Begin Satat d'études stratégiques, qu'on appelle le BESA, vous avez un texte que j'ai sous les yeux qui s'intitule « Les 3 priorités pour lutter efficacement contre l'antisémitisme ». Alors, quelle est la première priorité que vous définissez dans cette analyse, le premier moyen? Le premier moyen est que la seule organisation ou organisme qui peut effectivement lutter contre l'antisémitisme est l'État d'Israël. On a besoin d'une organisation, on a besoin de l'argent et c'est seulement l'État d'Israël qui peut monter une opération comme ça. Une agence, vous dites dans ce texte, une agence de contre-propagande. C'est ça. Et un des grands problèmes, un problème énorme est le fait que l'antisémite n'a pas peur d'être puni. Si on commence à faire des problèmes légalement à des professeurs d'université qui démonisent Israël, on verra rapidement que restent seulement les durs. Les plus fous d'entre eux. Le plus dur, disons, le plus dur, le plus convaincu. Alors, de cette manière, on liquide du marché de l'antisémitisme 90% des gens qui démonisent Israël à l'université. Et c'est la même chose avec les médias. Si on commence à frapper sur les médias et faire voir que les médias, et là je parle surtout de la gauche libérale, une des choses incroyables était, il y avait un prix Nobel allemand qui était dans l'ASS et quand il était jeune. Et ce prix Nobel a écrit un poème. Et 6 journaux européens, tous de gauche libérale, ont publié ce poème dans lequel Günter Grass, il disait qu'Israël va jeter une bombe atomique sur l'Iran. C'est l'Iran qui menace. Ouais. Alors, cet ex-SS, les journaux, normalement, c'est pas que vous en pensez, mais normalement, ils sont pas très riches en poèmes. Oui, c'est vrai. Mais tout d'un coup, là, ils l'ont... Et là, tous les coups, il y a un poème dans 6 journaux, tous gauche libérale. Süddeutsche Zeitung en Allemagne, Le Monde en France, La Repubblica en Italie, Aftenposten en Norvège. Donc, on arrive à... C'est tous la gauche. Mais quand même, dans le cas de Günter Grass, sans que j'ai suivi l'affaire de trop près, je me souviens tout de même que ce qui a permis cette mise en avant, c'est qu'on laisse de côté peut-être le contenu ou le passé et on met en avant l'homme de lettres, l'artiste, le créateur. Oui, mais regardez, étant donné que c'est une émission française, vous avez maintenant en France un pédéraste qui raconte depuis des dizaines d'années qu'il couche avec des jeunes filles. Et seulement maintenant, après 50 ans, parce qu'il y a sorti un livre, on commence à s'en occuper. Il y a j'ai écrit ça aussi à l'occasion de réactions européennes de certains politiciens sur l'assassination américaine de Soleimani. Il y a des libéraux de gauche
parce qu'ils sont tellement ambigus, et souvent ils sont plutôt du côté du criminel, la gauche libérale est en train de miner la démocratie occidentale. Et alors justement, si je puis me permettre, à propos de cette idée de l'agence qu'Israël devrait créer pour répondre aux médias et aussi sur les campus à tous ces professeurs qui font acte d'antisémitisme, ou plutôt déclaration d'antisémitisme, vous aviez, si je me souviens bien, dans votre livre justement que je citais tout à l'heure, Aware of a Million Cuts, vous parliez déjà dans la deuxième partie de cette agence. Mais vous disiez, si je me souviens bien, parce que je l'avais lu en son temps, que tout en chiffrant ce que ça devrait coûter pour l'État d'Israël, et ce n'était pas une somme immense, surtout pour un État, et vu l'importance du problème, vous concluiez, si je me souviens bien, qu'il y ait peu de chances pour que ça voie le jour. Alors d'un côté, vous proposez cette agence, mais en même temps, vous dites qu'il y a peu de chances que l'État d'Israël accepte de la créer. Là, on arrive à un problème pénible. C'est l'homme qui ne veut pas de ça est Netanyahou. C'est lui le coupable. Et pourquoi? J'ai d'estime pour Netanyahou. C'est quand même le seul politicien au monde qui peut parler comme égal avec Trump et avec Poutine. Il n'y a pas d'autre. Avec Poutine, oui. Oui, mais... sur ce sujet précisément, pourquoi? Sur ce sujet, précisément, on ne sait pas pourquoi il ne veut pas ça. Ça a été mentionné chez lui. Il a toujours refusé. Il connaît votre proposition, c'est ça? Il connaît, pas spécifique. Il a mon livre en dehors de ça. Mais spécifiquement, pas nécessairement dans mon nom. Il y a des employés dans son cabinet. Il y a des leaders américains qui ont soulevé la chose avec lui. Mais alors, c'est une question de budget ou c'est une question de... Absolument. Non. Le budget, c'est le seul problème qui n'existe pas. Ouais, parce que c'est pas très coûteux, une chose pareille. Moi, j'avais chiffré avec des amis 250 millions de dollars par an. Alors, on pompe un petit peu plus de gaz. C'est vrai. ça. Mais donc, quelle est la raison, d'après vous, alors, ou les raisons? C'est aussi la postmodernité. Premièrement, je crois qu'il n'a jamais très bien compris l'antisémitisme. Parce que son background est israélien et américain. Et pourtant, son père est un historien. Pourtant, son père est un historien, un très bon historien. Et lui, Netanyahou lit aussi des livres, mais c'est pas naturel pour lui, pour une raison. Mais c'est pas une raison de trop grand libéralisme, ne pas vouloir que l'État se mêle d'informations? Non, ça je crois pas du tout, disons. Il y a d'autres raisons. Il doit prendre alors les compétences à 3 ministères qui s'occupent mal de cette histoire. Oui, ça va faire des disputes entre les ministères. Il a déjà suffisamment de disputes. Ouais. Après ça, il y a aussi une certaine idée, et j'y reviens, que l'antisémitisme, c'est normal. On a toujours attaqué les Juifs, pourquoi on les attaquera pas aujourd'hui? Et il y a aussi l'idée, c'est pas tellement mal pour l'Aliyah. Ah, peut-être alors. Alors, je ne sais pas. C'est tout à fait l'aspect. Mais enfin, vous pensez que, nonobstant donc ce rejet par Netanyahou, qui est quand même aux affaires depuis longtemps et qui décide finalement, vous pensez que l'idée reste valable et que oui, il faut une agence chaque mois, je trouve d'autres raisons pourquoi l'idée est valable. Parfait. La dernière est que le cours criminel international n'aurait jamais osé attaquer Israël s'ils avaient peur d'une agence de ce genre. Et ils ont choisi Israël parce que c'est une cour qui aurait dû être éliminée déjà au moins 5 ans. Parce que ce sont des gens qui ont dépensé $1,5 milliard de dollars pour trouver 2 coupables, qu'ils ont dû, après un certain temps, laisser un de ces 2 coupables. Ils sont occupés exclusivement des Africains. Alors, ils avaient besoin d'un non-Africain et pensaient qu'Israël, c'est une but facile. Ouais. Mais s'il y avait une agence... qui répondrait coup par coup avec les dossiers ouverts. Non seulement ça. Madame Bensouda,
qui vient de Gambia, qui est un pays non libre. Un cour international criminel doit avoir des employés qui viennent de démocratie. On avait fait une émission sur ce sujet, on avait amené des données selon lesquelles elle avait couvert un certain nombre de crimes contre l'humanité commis par la dictature dont elle était ministre de la Justice à l'époque. Elle était 2 ans ministre de la Justice d'une dictature qui était considérée comme non libre du tout. Bien entendu. Donc elle est mal placée pour donner des leçons. Et aussi le juge en chef vient de la Nigeria, autre pays non démocratique. D'accord, on est entre gens de bonne compagnie. Alors, venons-en, si vous voulez, puisqu'on reprend le fil de votre analyse. Vous, dans cette analyse, donc publiée il y a quelques semaines, la deuxième priorité, ce serait, d'après ce que vous dites, ce serait la reconnaissance par de nombreux pays du monde libre que le vieil antisémitisme dont on parlait tout à l'heure, viscéral, qui s'exprime entre autres sur ces photos et partout ailleurs, constitue la reconnaissance qui constitue un élément de la culture occidentale, donc on disait tout à l'heure structurel. Mais alors la question qui se pose, on voit bien que ce serait très bien si c'était le cas, mais comment parvenir à cette reconnaissance de la part de ces grands pays occidentaux? Comment on peut, tachles, comme on dit en hébreu, arriver à ça? Écoutez, moi j'ai aussi, il y a quelques semaines, écrit à Yad Vashem. C'était Yad Vashem qui aurait, depuis sa naissance, promouvoir cette idée. C'est logique, parce que ce sont aussi les autres organisations juives. Mais c'est quand même, disons, je connais un seul non-juif qui a dit ça explicitement. C'est l'archevêque de l'Église anglicane. Oui. Et qui a dit, en l'occurrence? On dit qu'il a dit 2 choses. Une fois, il a dit l'antisémitisme fait part de la culture britannique. Et la deuxième fois, il a dit elle fait part de la culture européenne. C'est le seul non-juif qui a reconnu. Que Justin Welby, l'archevêque de Canterbury. C'est le seul. En dehors de ça, il y a quelques experts juifs comme moi, mais je ne suis pas le seul journaliste juif qui ont écrit ça. Et donc... c'est Yad Vashem qui, en premier lieu, aurait dû s'occuper. Alors pourquoi il ne l'a pas fait? Écoutez... c'est de la diplomatie aussi? Je ne sais pas, ils n'ont même pas réfléchi. Ils ont fait... Disons, on arrive ici à une toute autre chose. Un problème de stratégie, en fait, non? On arrive à toute autre chose. Après la guerre, on pensait que l'antisémitisme était fini. Alors, on ne faisait pas des études. En 2003, j'ai sorti un livre, Comment l'antisémitisme après la Shoah, et qui était co-publié par Yad Vashem, d'ailleurs. Et disons, je faisais voir qu'il y avait de l'antisémitisme dans beaucoup de pays européens. Mais, qui avaient subi l'occupation nazie. Et qui... Oui. Ouais. Et même d'autres, comme la Suède. Et très bien. Alors, personne n'a pensé à créer des universités, disons des départements d'université pour l'antisémitisme. À un certain moment, il y avait une université en Europe qui a fait ça, l'université technique d'Allemagne de l'Ouest. Mais c'était des gens qui ont fait un petit peu, qui étaient pas mal, mais ils avaient à la tête un type qui n'était pas très pro-israélien et qui, après ça, aujourd'hui il est heureusement plus là, a pensé, si j'ai une réputation pour lutter contre l'antisémitisme, je vais trouver par cet intermédiaire de l'argent pour lutter contre l'islamophobie. Alors, il n'y a pas des institutions. Il y a une institution sur laquelle j'ai aujourd'hui de l'espoir, c'est l'Université d'Indiana, qui aux États-Unis, qui fait du travail, mais une seule université. D'ici 10 ans, on verra des résultats, mais des résultats très, très limités. Et on aurait besoin... Regardez, vous avez dit que j'ai eu
le prix pour le meilleur chercheur au monde. Ouais. On vous donne un prix comme ça seulement quand il n'y a pas de concurrence. Ah, d'accord. C'est triste. Vous êtes modeste, là. Oui. Non, c'est triste. Si il y a 5 chercheurs sérieux, alors on donne le prix à personne. Mais si il y a très peu... Vous êtes seul dans le désert, c'est ça? Si on est seul dans le désert, il ne faut pas être très brillant. Parce que finalement, ce n'était pas ma carrière. J'ai une carrière derrière moi comme stratégiste de grands groupes industriels qui n'avaient rien à faire avec l'antisémitisme. Mais c'est comme ça. On se trouve dans le désert. Vous avez occupé une niche qui était libre, en quelque sorte, c'est Une ça? niche qui était libre, et si la niche est libre, on est aussi le meilleur dans la niche. D'accord. Mais ce qui est intéressant dans votre étude que je citais, parce que c'était elle qui est un petit peu notre fil conducteur, vous citez à preuve de cet antisémitisme donc structurel, un très bon exemple, très contemporain, c'est celui de la ville de Valencia, de Valence, en Espagne, où en 1391, il y a eu l'Inquisition et les Juifs ont été massacrés, expulsés. Et puis vous citez alors Valence en 1396 et Valence en 2018, puisque le conseil municipal de cette ville a soutenu les actions de BDS. Et vous dites qu'en fait, les choses n'ont pas changé, même à 600 ans. Non, ça s'est modifié. Oui. L'antisémitisme a muté. Mais il reste là. Il reste là. Il y a un chercheur qui n'est pas très connu, qui a fait un travail énorme sur comme l'antisémitisme fait partie de la culture européenne. Il s'appelle David Nierenberg. Il a écrit un livre qui est formidable, mais c'est un universitaire aux États-Unis. Alors, un livre que les spécialistes lisent. Mais l'exemple de Valence, j'ai pris la première, j'ai pris de lui. L'autre, j'ai pris des journaux d'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et alors, troisième moyen que vous signalez dans votre étude, qui est un passage obligé, selon vous, c'est le troisième pied, si j'ose dire, de ce triptyque pour lutter efficacement contre l'antisémitisme, c'est, dites-vous, la nécessité de faire l'éclairage sur ce que vous appelez les juifs masochistes, c'est vous qui utilisez l'expression, en Israël comme en diaspora, et là je vous cite dans votre étude, qui raconte partout et à chacun ce qui ne va pas en Israël en exigeant de l'État hébreu une conduite exemplaire, alors qu'ils sont les premiers à ignorer les manquements et parfois les crimes dans la conduite des autres nations, si bien que pour eux, et je vous cite toujours, Israël se doit d'être parfait et pas les autres. Fin de citation. Et ça donc le troisième moyen pour lutter contre l'antisémitisme. Alors comment on va faire ? Il faut nommer les choses. Il faut nommer les choses. Regardez, est-ce que vous voulez, B'Tselem. L'organisation B'Tselem en Israël. Oui. L'organisation contre la silence. Ce sont des masochistes. Oui, en hébreu, Lishbor et Tachika, ceux qui ont dénoncé les soi-disant crimes de Tsahal. Non, mais ce sont des alliés de nos ennemis. Et il faut le dire. Que ce soit en Israël ou dans le monde juif aussi. Il ne faut pas tout le dire. Il y a dans le monde juif, il y a des organisations masochistes aux États-Unis, Jewish Voice for Peace. Ce sont des associés de nos ennemis. Vous citez le candidat démocrate Sanders. Sanders n'est pas... Sanders est le plus dangereux parce qu'il occupe une certaine position. Il n'est pas le pire, objectivement. S'il n'était pas candidat, j'aurais dit, il y en a une centaine d'autres comme lui. Mais cet homme qui parle de la dignité des Palestiniens, la dignité des gens qui, en élection libre en 2006, ont donné une majorité à un mouvement génocidaire. Qu'est-ce qu'est la dignité? Le Hamas, vous voulez dire. Oui, le Hamas. Quelle est la dignité des Palestiniens? Et en même temps, il fustige Israël, bien entendu. Évidemment. Sanders est un masoriste juif typique
est probablement le plus dangereux dans le monde. Alors vous utilisez le mot masochiste, je trouve ça intéressant parce que c'est un petit peu neutre, mais d'autres diraient, est-ce que c'est la haine de soi juive, ça? La haine de soi, moi je ne suis pas un professeur de psychologie. Oui. J'ai des... Enfin, masochisme, c'est un terme psychologique aussi. Oui, mais masochisme est entré dans le vocabulaire général commun, oui. beaucoup plus profond que la haine de soi. Et le Stockholm Syndrome et toutes ces choses-là. J'ai peur des termes de profession que je connais mal. Le fameux ouvrage de Theodor Lessing qui était paru au début des années 30. Et d'ailleurs, lui-même, Theodor Lessing, s'est fait assassiner à Marienbad par deux SA en pleine conférence, alors qu'il parlait. C'est un terme peut-être psychologique, mais qui caractérise pas mal ce comportement d'autocritique permanente et de chercher, comme on dit en français, la paille dans l'œil du voisin, mais de ne pas voir la forêt qu'il y a chez soi. C'est-à-dire il y a un vrai problème aussi psychologique, peut-être, chez ces juifs. Certainement. Regardez, si on déjà parle librement de ça, ça commence avec Abraham. Abraham. Ah oui, parce qu'Abraham se fait beaucoup de mal pour sauver Sodome. Et quand Dieu lui dit de sacrifier son propre fils, il ne discute pas avec lui. Cet masochisme passe, j'ai publié ça, ce masochisme passe par le Talmud. Vous voulez dire que c'est ancré dans une certaine culture juive? Sans doute. Et dans nos jours, Woody Allen le dit dans un film qui s'appelle Annie Hall, le dit très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis un type assez normal pour quelqu'un qui vient de Brooklyn. Ah, d'accord. Mais vous faites remonter ça à Abraham. Je suis assez surpris parce que dans les commentaires traditionnels, la vertu d'Abraham, c'est la vertu du chesed, c'est-à-dire de la générosité, de la compassion. Oui. Et vous pensez que c'est ce legs-là qui peut avoir fait des dégâts Non, si c'était seulement là, ça n'avait aucun sens. Mais vous voyez, ça, par exemple, dans le Talmud, ils disent il est mieux d'être persécuté d'être persécuteur. C'est une position masochiste profonde. Nous, dans la prière avant Yom Kippour, au Rosh Hashanah, nous disons nous avons péché beaucoup plus que tout autre pays. C'est du non-vrai, nous avons péché. Mais ce sont des notions plutôt spirituelles. Est-ce que ce sont des notions spirituelles erronées. D'accord. Et vous pensez que c'est la racine d'un certain type de comportement juif? Ça aide. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui quittent d'autres religions. Mais ce ne sont pas des gens qui font que le seul but de leur vie est d'attaquer la religion qu'ils ont quittée. Ça, c'est vrai. C'est typiquement juif. Oui, mais il y a un acharnement, c'est ça. Oui, il y a un acharnement des gens qui sont juifs par attaque au judaïsme. Ça me renvoie à une étude que j'avais faite lorsque je suis arrivé en Israël. Il y avait la première intifada, enfin quelques années après, en 87, il y a eu la première intifada. Et j'avais fait une monographie, une recherche sur 3 journaux hebdomadaires français. À l'époque, c'était l'événement du jeudi qui est devenu Marianne. Il y avait le Nouvel Observateur et il y avait l'Express. Et j'avais noté... j'avais fait l'étude pendant la première année de l'intifada, de 87-88, et j'avais vu que les journalistes les plus virulents qui signaient dans ces journaux en faisant des analyses et des commentaires, c'était des juifs français. Oui, mais s'il y avait un organisme contre-propagande, il aurait publié ça et harcelé ça. C'est-à-dire, cette agence dont vous parlez, elle objectivise les problèmes, elle ouvre des dossiers, Évidemment, elle ouvre des dossiers. Autrement, nous n'avons pas besoin de 250 millions de dollars. Elle ouvre des dossiers et elle fait voir comment ces journalistes manipulent les choses. Il y a un ministre en Hollande, je suis en train d'écrire un nouveau livre sur la Hollande, et il y a un ministre, son père, ex-ministre, son père était juif, sa mère non. Ouais. Donc elle pouvait très clairement choisir de non être juif. Ouais. Elle dit, elle a honte. C'est une femme alors? C'est une femme. Elle dit, socialiste. Et comment s'appelle-t-elle?
d'Ancona, Heidi d'Ancona. Elle est très âgée aujourd'hui. Mais elle aurait pu dire, moi, je ne suis pas juive. Mais elle revendique sa judéité. Elle revendique sa judéité seulement pour dire quels sont les horaires qui existent en Israël. Ah, d'accord. Maintenant, elle est ministre en Hollande. Elle ne parle pas des choses de ce que les Hollandais ont fait en Indonésie. C'est 1000 fois pire qu'Israël a fait. À l'époque coloniale, vous voulez dire? À l'époque coloniale, il y a une brutalité qui n'est pas moindre des autres. Mais là, ça n'occupe pas. Elle était ministre dans quel poste? Je ne me souviens pas, disons. Il y a un certain temps déjà, j'imagine. Oui, je crois qu'elle est plus âgée que moi. D'accord. Mais disons, c'est frappant. Quelqu'un qui, comme ministre néerlandais, est responsable du passé néerlandais. Que ça. On n'en parle pas. On ne parle pas. Hier, je crois, c'était hier, le Premier ministre néerlandais a finalement admis la faillite de son gouvernement pendant la guerre à Londres. Le dernier pays dans l'Europe occidentale. Avant lui, c'était Luxembourg et Monaco en 2015. D'accord. Et c'était à l'occasion de la jour d'Auschwitz. Et disons, il était moins clair que Chirac il y a 25 ans. D'accord. Alors, les Néerlandais, ils savent glisser les choses. Ils utilisent pour se nettoyer beaucoup de savon. Oui, on avait remarqué dans cette monographie et dans d'autres études qu'on avait faites que l'anti-israélianisme, c'est-à-dire que l'antisémitisme ou l'antisionisme, qui sont la même chose aujourd'hui, deux faces d'une même pièce, avait été en Europe directement proportionnel à la taille de l'empire des pays concernés. Plus ils avaient un empire important et plus ils ont été anti-israéliens. C'est le cas de la Grande-Bretagne, aux Indes, mais aussi de la France en Afrique. Et on a vu que au niveau des médias, les médias britanniques et français, c'était les plus anti-israéliens finalement, liés à ce passé colonial. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas nécessairement vrai. Il y a en Angleterre, il y a quand même 2-3 journaux importants qui sont certainement pas anti-israéliens. Mais rappelez-vous aussi que c'est la Belgique, avec son vieux passé la Belgique qui avait voulu inculper Sharon à propos de mais qu'est-ce que vous Sabra voulez et Shatila. Les gens d'Aalst. Oui, les gens d'Aalst. Mais on revient au point de départ. Oui, mais il y a d'autres choses. La communauté juive de Belgique est très faible en se défend. Il n'y a pas de contrepoids. Ils n'ont pas de contrepoids. C'est quand même... C'est un très, très grand problème. D'abord, la Belgique n'est pas un pays. C'est une fédération. C'est une fédération de cantons. De cantons. Oui, et en tête, il y a quelques Belges qui sont aussi des gens qui représentent un canton. Alors, la Belgique, c'est un pays très problématique. Et pourtant, le Premier ministre Verhofstadt a présenté ses excuses pour ce qui s'est passé pendant la guerre 3 fois. Pendant que les Néerlandais, où c'était beaucoup plus grave, c'est arrivé beaucoup plus tard et une seule fois et très superficiel. Écoutez, en tout cas... C'est sur ces constatations assez pessimistes d'une Europe qui s'enfonce et dans ses contradictions et dans l'antisémitisme, pas seulement médiatique mais aussi historique, que nous arrivons au terme de notre magazine. Je vous remercie vraiment d'être venu, Manfred, dans notre studio, et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et regardés. À bientôt, à la semaine prochaine.